Bonjour et bienvenue à Bruxelles dans ce coin des citoyens. Quel meilleur endroit que le Parlement européen pour parler des citoyens européens, un programme du réseau Euronet Plus organisé ce mois-ci par BFM Business. Alors on est en direct, messieurs, dames. On est en direct ici depuis le studio du Parlement européen. Vous pouvez nous suivre, que ce soit à la télévision, sur Internet ou à la radio. Alors sur Internet, c'est le site euronetplus-inside.eu et puis vous pouvez poser des questions sur les profils de ce programme Facebook et Twitter. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection des consommateurs. La protection des consommateurs, c'est un aspect clé de la politique européenne. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est essentiel pour donner confiance aux Européens dans le marché intérieur. Mais de nombreuses questions se posent. La crise a-t-elle dégradé la protection du consommateur européen ? Bonjour Gilles Pargneaux. Bonjour. Vous êtes eurodéputé socialiste. 20% des Européens ont déjà rencontré des problèmes lors de leurs achats sur Internet, notamment à l'étranger. Et ces problèmes ont coûté en moyenne 375 €. Or, seul un Européen sur 6 qui s'est retrouvé dans ce cas a pu trouver une solution. Une solution, on parle d'un remboursement, on parle d'un remplacement du produit. Il y a un petit souci là quand même. Oui, donc, mais il y a non pas seulement un souci sur ce sujet, il y a un souci en général. Je trouve qu'on ne fait pas assez pour la protection des consommateurs à l'échelle de l'Union européenne. Pour le budget 2014-2020, c'est seulement 197 millions d'euros qui sont prévus permettant de définir une politique. 197 millions, c'est beaucoup d'argent. Pour 6 ans. On pourrait passer de chouettes vacances avec ça. Ah, bah oui, mais à l'échelle à l'échelle européenne, c'est pas 500 millions d'Européens. Ouais. Donc, c'est vraiment pas grand-chose du tout. Donc, je crois qu'il nous faut définir une politique garantissant la protection des 500 millions d'Européennes et d'Européens. Bonjour Jean-Philippe Ducard. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Testachat. Testachat, c'est la très active association de consommateurs belges. Alors, l'ambition, on l'a entendu de Gilles Pargneaux, très ambitieux sur la question, qui considère que le budget européen n'est pas suffisant là-dessus. Eh bien, c'est de proposer un niveau de protection valable dans toute l'Union européenne en harmonisant ce qui se fait dans les différents États. On y est, Jean-Philippe Ducard ? Non, on n'y est jamais assez. Je pense ne peut que souscrire à ce qui vient d'être dit. On n'en fait jamais assez. Les traités parlent d'un niveau de protection élevé du consommateur, mais c'est un idéal à atteindre. Il faut tout le temps essayer de progresser. Et donc, c'est le thème un peu de l'émission. Est-ce qu'on est en régression ou en progression ? Je pense qu'il faut aussi rester optimiste. Et donc, la protection du consommateur, c'est à l'agenda européen, c'est à l'agenda des États membres. Et donc, on doit pouvoir, nous, organisations de consommateurs, faire en sorte qu'on continue dans ce sens-là. 41% des consommateurs achètent en ligne dans leur pays. Ouais. Contre à peine 11% qui achètent en ligne dans un autre pays européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, ils n'ont pas encore vraiment confiance dans le marché intérieur ? En matière de consommation, la confiance est un élément essentiel. Et donc, effectivement, on n'est pas encore très enclin à aller dans les pays étrangers. On se déplace parfois, on est touriste, on va acheter un petit truc, on le ramène à la maison. Sur Internet, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais nous constatons que dans le domaine Internet, on a fait beaucoup en matière de protection du consommateur. L'Europe y est pour beaucoup. Et donc, il y a des mesures de protection. La protection du consommateur est réelle en la matière. On parlera du délai de réflexion, notamment, du délai de rétractation. C'est un élément essentiel de l'achat sur Internet. Ça doit donner confiance aux consommateurs. Et les consommateurs, les chiffres progressent. Si vous prenez une évolution, les chiffres sont en progression. Les chiffres sont en progression. Voilà de l'optimisme de la part de Jean-Philippe Ducard. Alors, beaucoup d'hommes dans ce studio. Heureusement, elle incarne la féminité. Bonjour, Florence Autray, correspondante des quotidiens économiques français, La Tribune et l'AGFI ici à Bruxelles. On observe finalement, je vous pose la question à vous parce que vous êtes une spécialiste des entreprises, on observe le renforcement du pouvoir de certaines entreprises en ce moment, alors même qu'il y a quand même une vulnérabilité de plus en plus forte de beaucoup d'Européens en raison de la crise. La protection des consommateurs, c'est quoi ? C'est finalement une sorte de contre-pouvoir face aux entreprises ? Oui, c'est pas faux. C'est-à-dire que il y a un autre contre-pouvoir qui est le contrôle de la concurrence, qui est un contre-pouvoir très fort, mais certainement, oui, des règles en matière de consommation le sont. Avec ce débat, ce duel depuis des années sur la question des class actions à l'européenne, qui est un vaste sujet, c'est-à-dire parce que le consommateur est quand même isolé face à l'entreprise. Les recours collectifs. Les actions collectives, je préfère. C'est vrai que le petit abonné, chacun d'entre nous avec son petit
petit téléphone portable quand on doit essayer de faire valoir nos droits devant, je ne veux pas les nommer, mais disons un grand opérateur téléphonique, on est un peu seul au monde. Qui plus est dans un autre pays européen. Alors, dans un autre pays européen, c'est carrément l'enfer. Donc là, c'est un vrai sujet et c'est intéressant de voir effectivement la force du lobbying des entreprises qui veulent absolument résister sur ce terrain-là. Il y a un autre domaine dans lequel on a peine à avancer aussi, c'est évidemment celui des services bancaires et des produits d'épargne, etc. De l'information. Bancaires, le domaine de prédilection de Florence Autray. Avec nous également en studio, Cristina Ungurean. Bonjour. Je l'ai bien dit? Oui, très bien. C'est du roumain. Vous êtes étudiante en master de journalisme à Cluj-Napoca. En Roumanie, c'est où ça, Cluj-Napoca? Oui, c'est en Transylvanie. Au nord en Transylvanie. Oui, le nord de Transylvanie. C'est une région très forte en matière des étudiants. D'accord. Il y a beaucoup d'étudiants là-bas. Si on veut aller faire la fête en Roumanie, on va à Cluj-Napoca. Vous représentez UBB Radio, la radio universitaire, donc de Cluj-Napoca. Vous avez, alors si vous êtes ici, c'est pour notamment poser des questions aux spécialistes qui sont ici. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez un eurodéputé, vous avez un représentant d'organisation de consommateurs et vous avez une journaliste spécialisée. Alors ce qui vous intéresse, parce que finalement la protection des consommateurs, c'est un élément clé du marché intérieur et justement vous aviez une question à poser concernant le marché intérieur. Christina. Oui, en ce qui concerne la loi qui va être promulguée en Suisse, c'est un débat justement. Est-ce que le fameux la votation en Suisse contre l'immigration entre guillemets massive, un sujet très sensible cette semaine. Comment est-ce que la votation en Suisse se déroule-t-il pour les immigrants là-bas en Suisse? Alors, quelles conséquences pour les gens? Et puis, d'un autre côté, est-ce que ça veut dire que la Suisse va être boutée en dehors du marché intérieur? Gilles Pargnot, eurodéputé socialiste. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Dans les 28 États membres, il n'y a pas la Suisse. Mais par contre, nous avons des accords de coopération commerciale avec la Suisse. Il pourrait y avoir ce qu'on appelle l'effet guillotine. À partir du moment où la Suisse refuse d'appliquer cette politique liée à l'immigration à l'échelle européenne, eh bien, à partir du moment où vous avez un élément de ces accords partenariaux avec la Suisse qui ne peuvent plus être mis en œuvre, c'est l'ensemble de ces coopérations commerciales qui pourraient être ainsi supprimées. Et ce qui, je crois, aurait une conséquence grave pour la Suisse. Il s'agit d'un problème qui, il faut le rappeler, lié à une immigration interne à l'Union européenne. Quelles sont les trois nationalités d'immigrés qui viennent travailler en Suisse? Ce sont des Italiens, des Français et des Allemands. Donc on a vu aussi... Alors, à peu près 150 000 Français, mais en fait, il y a 240 000 Portugais. Il y a aussi les Portugais, Gilles Pargnot. Il y a aussi les Portugais, mais bon, donc voyez, c'est donc vous confirmez ce que j'étais en train d'expliquer. Il s'agit d'une immigration qui est liée infra-Union européenne. Mais au-delà la sortie du marché intérieur, quelles conséquences finalement pour les Suisses? Parce que là, c'est ce qui nous permet de comprendre concrètement c'est ce que ça de faire en représente. sorte qu'un certain nombre de produits suisses ne soient plus sur l'ensemble du marché. Vous avez, par exemple, des fromages qui sont pas inintéressants. Qui vont être contents parce qu'ils vont vendre plus de chocolat. Et les Belges vont vendre plus Bonne de intervention de Florence par Autray. rapport à la Suisse. Au-delà de cette problématique liée à l'immigration avec ce vote où 50,3% de Suisses ont dit qu'il faut mettre des quotas à l'immigration. Je pense que c'est, et nous sommes dans un débat sur la protection des consommateurs qui est lié, c'est la défiance que malheureusement bon nombre d'Européennes et Européens peuvent avoir sur la construction européenne. Parce que, comme je le disais au début de mon propos, nous n'avons pas fait assez en matière de protection des consommateurs pour protéger. Nous devons mettre en place une politique de protectionnisme lié à cette protection des consommateurs. Prenons quelques exemples de protection. Il faut protéger contre les pratiques commerciales déloyales. Il faut protéger contre une insécurité alimentaire qui est grandissante. Ayons toujours à l'esprit que la fraude alimentaire, ce sont des mafias qui constituent un chiffre d'affaires annuel de plus de 46 milliards d'euros au sein de l'Union européenne.
européenne. Il faut aller plus loin pour protéger contre les injustices engendrées par ce capitalisme mondialisé et financier. Donc ça, ce sont des slogans. Ce sont des slogans. On sent qu'on est à l'approche des élections européennes. Gilles Pargneaux, tête de liste dans le Nord, en France, pour la grande circonscription Nord-Ouest en France. Pour les socialistes. Si je dis cela, justement, on va donner la parole à Jean-Philippe Ducard. Aller dans le concret. Gilles Pargneaux parlait de pratiques déloyales, des pratiques commerciales déloyales. C'est quoi une pratique commerciale déloyale ? Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui dans l'Union européenne ? Commerciales déloyales, ce sont des pratiques commerciales agressives, c'est du démarchage à domicile intempestif, c'est du harcèlement téléphonique, ce sont des arnaques liées à l'achat notamment sur Internet, et on en parle beaucoup. Il y a des cas, il y a des cas concrets. De données à caractère personnel via des faux sites, des mails qui sont derrière lesquels se cachent des arnaques. Donc il y a beaucoup de choses. Les arnaques, les pratiques commerciales déloyales, d'ailleurs, elles sont listées dans une directive européenne. Elles sont très nombreuses. Donc il y a une liste noire de pratiques commerciales déloyales. Et donc on les retrouve dans tous les États membres, malheureusement. Mais on les traque. Alors, donc on n'est pas sans recours. Un exemple. Il paraît que parfois, on peut se retrouver avec le facteur qui vous amène quelque chose que vous n'avez pas commandé. Voilà, il paraît, donc en préparant cette émission, Mathieu Rousseau a trouvé cette statistique. 7 consommateurs sur 10 ne savent pas quoi faire d'un produit qu'ils ont reçu sans l'avoir commandé. J'irais même... moi, personnellement, je ne saurais pas quoi faire. C'est que la plupart des consommateurs, vous allez acheter ne fût-ce que du pain, vous allez acheter toute une série de choses, ne savent même pas qu'ils signent un contrat quelque part. Et donc, ils ne savent même pas... non oui, mais je sais que plein de choses se font naturellement. Mais l'achat forcé dont vous parlez, c'est vrai que le recours très sympathique, c'est de dire je vais garder le produit et je n'ai rien à faire. Donc je reçois un ordinateur à la maison. Je reçois un ordinateur à la maison. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez rien commandé, vous n'avez rien signé, vous n'avez absolument rien demandé. Et bien là, vous pouvez le garder. Donc il y a aucun souci avec ça. Donc, oui, tout à fait. C'est le principe de l'achat forcé. C'est le seul endroit où on a une sanction civile immédiate. Mais normalement, on reçoit ensuite quelques jours plus tard une facture. Et donc les gens se disent... Et là, on rentre dans le harcèlement par voie de huissier, par voie de bureau de recouvrement de créances. Et donc là, on est vraiment mis sous pression. Il ne faut rien faire. On va évidemment profiter de la vulnérabilité du consommateur, parce que beaucoup vont se dire je vais quand même payer pour avoir la paix. En principe, on ne fait rien. On peut toujours acter et peut-être déposer plainte auprès de ces instances nationales, donc les services, la DGCCRF en France, les services médiation et contrôle en Belgique et autres instances au niveau des États membres. Mais généralement, là, on a prévu, et c'est dans les directives européennes, l'achat forcé, c'est un achat qui ne doit pas avoir de suite. Alors, les groupes de consommateurs dits vulnérables, ce sont les personnes âgées, les personnes peu qualifiées, peu diplômées, ce sont les chômeurs. Je cite finalement les groupes dans une liste. Les chômeurs, ceux qui n'ont pas de connexion Internet à domicile et qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits, ils ne connaissent pas leurs droits. Les journalistes économiques en poste à Bruxelles. Bon, justement, voilà. Florence, c'est quoi ? C'est l'information, à votre avis, des consommateurs qui priment dans ce domaine ? Parce que Gilles Pargneaux faisait un mea culpa extraordinaire à l'instant. Il disait, en gros, ce référendum raté, cette votation ratée en Suisse, quelque part, c'est un peu à cause de nous, parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait en matière de protection des consommateurs. Donc, Gilles Pargneaux prend tout le poids de la déception engendrée par l'Europe sur ses épaules. Oui, non, mais concrètement, c'est quoi ? L'information, la transparence, c'est souvent des alibis. C'est-à-dire, il suffit pas... Il ne suffit pas de faire des prospectus plus détaillés, de faire un contrat plus explicite. Qui va lire le contrat ? Quand vous allez louer une voiture, est-ce que vous allez lire les 25 articles écrits en tout petit qui sont au dos de votre contrat ? Non, vous n'allez pas lire, vous allez juste signer votre assurance. Et si vous écorchez, si vous faites un petit accroc sur la carrosserie, vous allez vous retrouver avec 500 € de franchise et votre week-end va vous coûter très très cher. Donc l'information, c'est un peu une fausse bonne solution. Je crois, mais
Si, je crois que c'est ce que vous disiez, monsieur. C'est-à-dire qu'on réagit aussi en fonction de ses références morales. C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit quelque chose gratuitement, même s'il n'a pas demandé, au bout d'un moment, il dit non, mais quand même, si je garde, il faut quand même que je paye quelque chose, parce qu'il trouve ça normal. Donc c'est un vrai problème. Les solutions juridiques évidentes ne sont pas forcément les plus efficaces. Christina, vous n'hésitez pas à me donner un coup de coude quand vous avez envie de parler, ou vous êtes là pour ça, parce que souvent, là, on est dans un studio au Parlement européen avec un expert, un eurodéputé, une autre experte, etc. Vous êtes là pour faire en sorte que vous soyez entendus. On est dans le coin des citoyens. Peut-on faire ses courses sans risque dans les pays en crise? C'est une question posée par Carole Kika sur la page Facebook d'Euranet+. Y a-t-il des lois qui protègent nos affaires en cas de faillite d'un entrepreneur lorsqu'on est à l'étranger? Jean-Philippe Ducard. C'est une bonne question. La faillite, c'est souvent fait beaucoup de victimes parmi les consommateurs. Donc on a très peu de recours. L'État a des recours pour ses dettes sociales, les dettes fiscales et ainsi de suite. Ce sont des créanciers privilégiés. Mais le consommateur, lui, c'est un petit créancier et il ne va certainement vous acheter un salon. Prenons l'exemple, vous allez dans le nord de la France, vous allez acheter un salon. Il y a beaucoup de magasins de meubles, parfois douteux, dans cette zone. Et vous allez acheter en Belgique et en France, des deux côtés de la frontière. Des deux côtés de la frontière, en Europe. Et donc, vous allez là. Et puis le magasin. Ça se chambre entre de part et d'autre de Kievrin. Vous avez payé un acompte assez important. Et entre-temps, le magasin disparaît dans la nature. Ça, c'est un cas faillite, classique, en liquidation. Ça. Oui, c'est un cas relativement classique. Et vous perdez votre acompte et vous n'avez absolument rien obtenu. Ah donc bon, voilà, oui. On n'a pas de recours dans ce et il y a cas-là. très peu de recours. Donc voilà, donc ça c'est un vrai problème. Gilles Pargnot, eurodéputé socialiste élu du nord de la France. Ça pose deux problèmes, la discussion qu'on a depuis un certain moment. Le premier, c'est qu'on voit bien que la crise économique et sociale telle qu'on la vit a changé les comportements des consommateurs. Et donc beaucoup sont sur ces sites internet pour tout ce changer le comportement, ça veut dire quoi? Déjà qu'un euro avant la crise, c'était important. Oui, perte de pouvoir d'achat. Voilà. Donc on voit que sur Internet, l'ensemble des sites, vous pouvez acheter une chaussure d'occasion, par exemple. Vaut mieux en acheter deux. Une paire de chaussures. Donc c'est une exclusivité dans ce coin des citoyens sur Euranet+. Quand vous achetez des chaussures, pas une, deux. D'accord. Voilà, une paire. Donc une paire de chaussures d'occasion. Donc, mais c'est aussi, je crois, très important que l'on puisse prévoir une protection pour celles et ceux qui, sur Internet, on sait qu'il peut y avoir des paiements sécurisés en ligne, mais je pense que c'est très important. Deuxièmement, on a, par exemple, c'est une avancée de ces dernières années, la création d'un centre européen des consommateurs. Ça, voilà, c'est quoi? C'est Solvit, une ça? Une avancée. Mais c'est une avancée qui... C'est Solvit? Comment? C'est ça, c'est ce qu'on appelle Solvit? Non, c'est le CCNet. Non, c'est le CCNet. Très bien. Alors, c'est quoi CCNet et Solvit, juste pour qu'on comprenne? Moi, le premier. Dans chaque État membre, il y a un centre européen des consommateurs qui est là pour répondre à des questions d'information, mais aussi pour résoudre les litiges intracommunautaires. Donc ça, c'est une valeur ajoutée. Merci Jean-Philippe Ducard. Sous les institutions européennes, le Parlement européen, nous avons eu cette avancée au cours du dernier mandat. Mais comme vient de l'indiquer Florence à l'instant, il faut ensuite faire en sorte qu'il puisse y avoir les outils juridiques pour que le consommateur puisse accéder à l'ensemble de ces services. Or, on sait, par exemple, parlant de lobbying, il y a 30 000 lobbyistes ici auprès des institutions européennes. On dit 15 000. 70% travaillent issus pour défendre les entreprises. Seulement 10% sont au service des associations. Donc, je crois qu'il faut que nous puissions faire en sorte que les associations comme la vôtre puissent, à l'échelle européenne, être plus puissants, permettant ainsi d'être dans la défense des consommateurs quand il le faut, compte tenu de ces évolutions. Nous y sommes. Il y a le Bureau européen des unions de consommateurs qui défend très bien les consommateurs au niveau européen, le BEUC, que vous connaissez sans doute, et donc qui est cette fédération des organisations de consommateurs nationales. Et nous en sommes parmi les fondateurs, nous en sommes membres, et nous cotisons aussi, au même titre que la Commission européenne d'ailleurs, qui apporte une subvention au BEUC pour faire son travail de lobby, de contre-pouvoir. C'est très important. Florence Autrey. Est-ce que c'est pas un problème justement le financement des associations de consommateurs? Parce que tout le monde trouve que c'est très naturel qu'il y ait des instances qui défendent les consommateurs et personne n'est prêt à payer pour ça. Un peu comme les syndicats. Tout le monde trouve très naturel d'avoir un contrat de travail qui le protège, mais quand il faut verser quelque part, les consommateurs payent des impôts et les impôts nourrissent le budget de la Commission. Est-ce que c'est un bien public ou pas? Et comment convaincre les gens de contribuer? Nous travaillons à la fois dans
l'intérêt de nos membres. Parce que le résultat, c'est que vous êtes quand même tout petit par rapport aux représentants des industriels. Test Achat en Belgique, à l'échelle de la Belgique, est une organisation de référence, comme les UFC Que Choisir en France, pour citer les plus connus, mais d'autres aussi en Europe. Nous sommes financés par nos membres, donc par les cotisations et les abonnements de nos membres. C'est un système, c'est un modèle unique. Nous ne recevrons pas 1 franc de subvention, au contraire d'autres organisations. Donc c'est un modèle que nous défendons. Et c'est vrai que la question du financement des organisations de consommateurs se pose tout le temps, parce que ce que nous faisons, je suis ici présent, et tout le monde pense que je le fais dans l'intérêt général, donc de manière philanthropique. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais sachant que nous Jean-Philippe travaillons Ducard aussi pour l'ensemble des consommateurs sur un certain nombre de dossiers. Je disais en introduction que Test Achat était très active en Belgique. Jean-Philippe Ducard, c'est un des visages que les Belges connaissent le mieux. Non, mais ça montre. Non, mais ça montre votre activité. Je pense pas que les Français soient capables d'identifier le représentant de l'UFC Que Choisir, etc. Bon, bah écoutez, non, mais c'est bien. Votre modestie vous honore. Test Achat a des méthodes commerciales pas déloyales, mais assez agressives. Moi, par malheur, une fois, j'ai demandé un test gratuit, enfin, un résultat test gratuit. Pendant des semaines et des mois, j'ai reçu des appels à abonnement au magasin. Quand on veut se plaindre des pratiques déloyales de Test Achat, on s'adresse à qui, Jean-Philippe Ducard ? Il y a un service, il y a un ministère aussi. On reçoit régulièrement... Non, on traite aussi des plaintes de personnes qui ne sont pas contentes. Un exemple pour démontrer que... Et après, on va laisser Christina poser une petite question. Mais Gilles Pargnot. Un exemple très court, c'est David contre Goliath tout de même. 1 milliard d'euros est dépensé par les entreprises concernant les lobbyistes ici. Et vous, ce sont vos adhérents. Vous sortez d'où ce chiffre ? C'est le registre des lobbyistes ? Non, parce que certains universitaires bien informés disent 3 milliards. D'accord. Oui, directement et indirectement. Donc il y a des universitaires bien informés qui disent 3 milliards et vous dites 1 milliard. Bon, c'est les chiffres tels qu'on peut les avoir Christina. en tête. Mais moi je pense qu'il faut mettre en place, quand on dit garantir la protection du consommateur, mettons en place, ayons une directive qui permette de légiférer, un service public de la protection du consommateur, permettant aux associations de ne pas être uniquement financées par leurs adhérents, mais aussi qui puissent être... Rappelez-moi, vous êtes socialiste. Hein. Oui. Un service public en plus. Mais non, mais pourquoi faudrait que ce soit la loi de la jungle ? On est là pour protéger le consommateur. Il y a des règles qui doivent être édictées et qui, le sens du collectif. Dans l'idéal, si les produits sont pas bons, les gens arrêtent de les acheter. Ça peut être ça aussi, un bon système. Oui, mais prenons une autre protection, le tabagisme. Ouais. Pourquoi dépenser autant pour faire en sorte que on continue à fumer alors qu'on sait qu'il y en a qui meurent à 50 ans parce qu'ils ont trop fumé depuis 20 ans. Et donc, quand on est dans le débat, il y a encore récemment ici au Parlement européen, on voit bien que la protection du consommateur est disproportionnée par rapport à tout ce que les entreprises... S'il y avait une vraie protection du consommateur en la matière, le tabac serait interdit. Par exemple, prenons l'exemple... Le tabac serait interdit s'il y avait une vraie politique de protection du consommateur. Mais prenons l'exemple de l'aspartame. Et s'il n'y avait pas l'intérêt, finalement, des ressources et des recettes fiscales. Prenons une autre protection. L'aspartame. On va demander à notre charmante étudiante en journalisme roumaine qui est venue jusqu'à nous. Je pense, Christina, que vous avez une petite question concernant la discrimination. Oui, monsieur Gilles, j'ai découvert une recherche faite par la Commission européenne qui montre que le consommateur online est discriminé. Qu'est-ce que pourrait faire la Commission européenne dans ce cas-là ? Alors, juste une petite parenthèse. Je pense que du côté de la Commission européenne, les gens vont être ravis parce que vous lisez les rapports de la Commission européenne. Mais quelle saine lecture, Christina. Bon, donc sur la discrimination des consommateurs online, Gilles Pargnot. Évidemment, donc il y a, quand on regarde quelles sont les protections que nous devons mettre en place, on sait aussi qu'à partir du moment où on a ces échanges sur Internet, il y a aussi un certain nombre de discriminations qui ont vu le jour et qui, par exemple, l'origine, aussi le fait, par exemple, que toute personne handicapée ont aussi un certain nombre de conséquences négatives. Donc il s'agit, là encore, de vouloir légiférer. Donc je pense que c'est une bonne initiative que de vouloir protéger. Jean-Philippe Ducard, c'est quoi les exemples de discrimination ? Je pense que le problème de discrimination, c'est quoi la discrimination ? Vous avez différents sites dans l'Union européenne et vous ne pouvez pas obtenir le
le prix qui apparaît, parce que vous n'êtes pas résident français, vous n'êtes pas résident allemand, et donc ça c'est le gros problème qui se pose aujourd'hui. Vous allez réserver un voyage sur un site Club M bien connu, vous n'avez pas le prix français, vous avez le prix belge et vous êtes obligé de passer par la plateforme belge. Et donc ça, c'est quelque chose que nous avons déjà dénoncé, nous, avec le BEUC, la discrimination économique ou financière. Le marché intérieur n'existe pas dans ce cas-là. Donc l'Union européenne doit faire quelque chose. Christina, vous, en tant que Roumaine, vous avez déjà souffert de cette discrimination ? C'est votre sentiment ? Je n'ai pas assez utilisé une plateforme online pour acheter des produits, mais j'ai des amis qui ont souffert cette discrimination. Ils ont dû payer en plus, à part le produit, pour acheter un produit online, parce que justement, comme le rapport dit, 66% des consommateurs achètent des produits hors de ces pays parce que c'est moins cher. Mais quand ils reçoivent la petite bille, ils découvrent que c'est plus cher. Une question d'un de nos auditeurs qui se trouve en Finlande, Laurargi Martinez. C'est pas très finlandais comme nom, comme quoi la mobilité des Européens. L'achat en ligne devient de plus en plus populaire. Est-ce qu'il y a des lois européennes qui protègent les consommateurs européens qui font des achats en dehors de l'Union européenne ? Gilles Pargneaux. Il y a des conventions internationales. Il n'y a pas de buzzer. Il n'y a pas de buzzer comme dans un jeu. Mais le droit international va régir ce genre de rapport. Oui. Là aussi, donc, je pense qu'il faut construire un autre partenariat, car comme vous venez de le rappeler, nous avons un certain nombre de partenariats avec d'autres pays en dehors de l'Union européenne, mais moi je suis partisan d'une politique de juste échange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de protection ni pour le consommateur européen, mais pour l'État européen. Et donc on est finalement le seul pays, la seule région dans le monde à pouvoir être dans un certain nombre de produits qui ne sont pas contrôlés. Et donc je pense qu'il faut, là encore, définir une autre politique. Vous pouvez acheter des médicaments parfois aux États-Unis qui ne sont pas autorisés en Europe. Ça pose un vrai problème. Justement, Florence Sautrey, là on parle des États-Unis. On avait cette question qui nous venait de Finlande pour voir quand on achète aux États-Unis quel degré de protection peut-on avoir. Il y a actuellement des négociations pour un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. L'une des clés, c'est d'avoir des normes communes entre l'Europe et les États-Unis. Ça, c'est important, à votre avis, dans une logique de protection des consommateurs? Est-ce que tout ça, finalement, ça ne va pas tirer vers le bas je pense que le principe de protection des consommateurs? Le traité transatlantique n'est pas du tout... et pas protecteur, a priori. C'est une normalisation, une harmonisation un nivellement par le bas. Qui va beaucoup profiter aux entreprises. Bon, et ça a du sens, ça va simplifier leur protocole de production, etc. Donc, ça va leur faire gagner de l'argent. Pour ce qui est de la protection des consommateurs, enfin, je ne pense pas du tout que ça va tirer les Américains vers les normes européennes, mais c'est plutôt l'inverse. Ça va créer une pression, notamment en matière sanitaire, en matière alimentaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ces négociations sont beaucoup critiquées parce qu'on n'a pas réellement évalué l'impact sur protection des consommateurs et aussi éventuellement l'impact indirect sur les normes sociales. C'est un rapprochement des modèles économiques qui soulève quand même des questions politiques assez fondamentales et il y a ici à Bruxelles quand même pas mal d'opposants. Donc si j'ai bien compris, on ne va pas dans le sens d'une plus grande protection des consommateurs, là, en tout cas avec un accord comme celui-ci. Gilles Pargneaux. En tout cas, c'est un combat politique qu'on doit mener. Je pense qu'on est parti dans une discussion qui va durer 10 ans. Donc c'est un combat politique. Donc la nouvelle Assemblée issue des élections du 25 mai, c'est important parce que c'est elle qui, pendant les 5 prochaines années, va gérer avec la Commission européenne ce nouveau traité. On va revenir sur les class actions dans quelques minutes, mais Jean-Philippe Ducart, il y a une question que je voudrais vous poser. Le marquage CE. C'est quoi le marquage CE? Parce que, a priori, dans la tête des consommateurs, des 500 millions de gens qui vivent en Europe, quand ils achètent un jouet, un produit électronique et que c'est marqué CE, ils se disent, ça c'est de la qualité.
Oui, ça devrait être de la qualité, mais c'est pas toujours le cas. Ah, pourquoi ? Parce que ce label, c'est en fait un label d'autocontrôle. Ouais. Donc, à un moment donné, le fabricant de jouets constate que son jouet est soi-disant conforme aux normes de sécurité des produits et donc se dit voilà, j'appose le label CE et ce label CE sera éventuellement contrôlé a posteriori, donc par après ou sur base de plainte. Donc il n'y a pas un contrôle, je dirais qu'il n'y a pas un grand laboratoire public on ne le gagne pas qui permettrait ce marquage. Vérifier, pardon. On ne le gagne pas ce marquage, on se l'attribue soi-même. On se l'attribue et donc ça pose un réel problème et donc ces labels de qualité ou de sécurité pour nous sont c'est pour ça que c'est pas un label d'ailleurs, vous dites label mais c'est un marquage. C'est un marquage. Mais ça rime à rien. Un marquage de conformité du produit. C'est nettement insuffisant et donc il faudrait plus de contrôle a priori et donc faire en sorte qu'on ne puisse plus utiliser et user et abuser de ce marquage. Parce que souvent on voit des sortes de peluches ou des choses comme ça, on a l'impression que l'étiquette sur laquelle est marqué CE, c'est plus grosse que la peluche elle-même. Les organisations de consommateurs en Europe font des tests régulièrement en laboratoire pour constater notamment la présence de phtalates dans certains jouets, de substances chimiques et donc l'enjeu c'est pas nécessairement et les phtalates, c'est pas la bon. Sécurité mécanique, mais la sécurité surtout, entre guillemets, chimique. Donc il y a beaucoup de substances qui ne devraient pas se retrouver dans les jouets, qu'on retrouve encore trop souvent. Et sur ces jouets, on retrouve malgré tout le marquage CE. Ça nous pose quand même un réel problème. On a déjà, à multiples reprises, interpellé la Commission. Et Gilles Pargnot, là, sur le marquage CE, vous allez faire quelque chose si vous êtes réélu au Parlement européen en mai prochain ? Alors vous allez encore me dire que je suis de gauche socialiste et donc je veux que la puissance... C'est pas honteux. Non, mais je mets une étiquette, je mets un marquage sur les gens qui parlent. Et que je veux que la puissance publique joue son rôle. Donc effectivement, je vais faire en sorte que nous puissions non seulement permettre un label, notamment pour les jouets, parce que vous avez aussi sur Internet, ça circule beaucoup les informations en disant attention, tel jouet fabriqué en Chine provoque un certain nombre de problèmes, comme d'ailleurs du mobilier. Il y a eu des graves problèmes de la part de certains consommateurs qui ont attrapé des maladies de la peau avec du mobilier qui était fabriqué en Chine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, et il nous faut aussi, en matière de sécurité alimentaire, permettre un étiquetage, là, on n'est plus dans le label, mais un étiquetage, par exemple, concernant l'origine de la viande pour les plats cuisinés, ce qui a été à l'origine du scandale de la viande de cheval qui avait été vendue. Mais on nous dit que ça coûterait une fortune et que c'est pas faisable. Eh ben voilà, ça c'est. Vous savez qui est-ce qui vous dit ça ? Ce sont les lobbyistes qui travaillent au service des entreprises. Voilà ce qu'ils disent. Or, nous, qui sommes là pour protéger le consommateur, y compris en matière de santé, eh bien, nous disons, nous devons faire cet effort de protéger la santé des 500 millions d'Européennes et d'Européens et de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette mafia en matière de sécurité alimentaire qui puisse, parce que vous avez eu aussi tous ces chevaux qui étaient bourrés aux antibiotiques et qui sont passés dans la chaîne alimentaire. Une question qui nous vient de Pologne, c'est extraordinaire cette émission, il y a des questions qui viennent d'à peu près tous les pays. Alexandra Zaranek qui nous demande, devrait-on s'inquiéter qu'à cause de la crise, les producteurs vont baisser la qualité de produits pour diminuer les coûts de production ? Florence Autret, votre gut feeling là-dessus, vous en pensez quoi ? J'ai pas beaucoup de gut feeling, mais non, baisser la qualité à cause de la crise, non. Les gens ont moins d'argent pour acheter. Oui. Le contexte économique est difficile. Voilà. Et les gens vont de plus en plus dans des magasins discount. Pour acheter mais moins je veux dire, cher. est-ce que c'est quelque chose de très inquiétant ? En matière de sécurité alimentaire notamment, il y a des normes minimales. Il faut voir. Je prends un bête exemple, c'est la confiture. Il faut quand même un minimum de fruits dans la confiture. Il y a baisse de la qualité, baisse de la qualité. Et chaque État membre a légiféré en la matière, sur base notamment, sous pression et sur base européenne. Donc il y a des choses. Donc on ne peut pas brader, même s'il y a crise, on ne peut pas tout brader. Donc vous êtes rassurant. Donc il ne peut pas y avoir non plus, et ça c'est ce que un de nos combats, il ne peut pas y avoir d'alimentation à plusieurs vitesses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas accepter. C'est quand même une chance que le système productif puisse s'adapter et que quand les gens ont moins d'argent, on leur propose quelque chose qui n'est pas frauduleux, qui n'est pas dangereux, mais qui est juste un peu moins cher parce qu'ils ne peuvent pas dépenser autant. Mais on est bien d'accord. Mais c'est pas un risque, c'est une chance qu'on puisse... mais le risque qu'on chipote les produits existe. Donc, oui, qu'il y ait de la fraude. Suffisamment de, mais je veux dire, c'est pas une conséquence nécessaire. Le système de marché a quand même des vertus. Et qu'on adapte l'offre à la demande, c'est quand même
pas mal. vous avez une question pour le panel. Oui, parce qu'on parlait d'informer meilleur le consommateur. Quand un consommateur a un problème, ils ne savent pas que la Commission européenne lui offre quelques possibilités de bien résoudre sa problème. Et pour cela, la Commission européenne a le ADR, ça veut dire la résolution des disputes alternatives. Monsieur Gilles, ADR. La résolution des disputes alternatives. Qu'est-ce que ça veut dire cela, vous savez? Je crois qu'il vient de vous poser la question. Jean-Philippe Ducard, c'est quoi l'ADR? Ce sont les recours alternatifs. Donc on sait qu'il y a énormément de problèmes d'accéder à la justice dans tous les États membres. Donc c'est coûteux, c'est fastidieux, ce sont des procédures et comme on l'a dit tout à l'heure, une personne toute seule face à son opérateur de télécom ne va pas introduire une action justice, d'où l'intérêt de l'action collective. On y reviendra. Alors justement, on y revient maintenant. Mais les recours alternatifs, c'est les commissions de litige, les ombudsman, les ombudswomen. Tout ça, ce sont des structures qui existent dans tous les États membres et que la Commission européenne a comme plus que projet. Elle veut coordonner l'ensemble de ces commissions, de ces ombudsmen pour permettre aux consommateurs d'y accéder encore plus facilement. Donc, ce n'est pas toujours la panacée universelle, mais ça permet quand même d'éviter des procédures judiciaires lourdes et coûteuses. On se contente de la panacée européenne. Je voudrais remercier Christina. Je voudrais remercier Christina parce que depuis tout à l'heure, elle me prend pour le représentant de la Commission européenne. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour devenir président de la Commission européenne. Parce que Barroso, ça ne va plus. Il faut en changer. Ok. D'accord. Alors justement, les class actions, Florence Autray, je rappelle que vous êtes journaliste ici à Bruxelles pour La Tribune et la GFI, l'agence financière. Ce serait bien des class actions en Europe? Parce que la Commission travaille et planche là-dessus, mais bon, c'est peut-être pas dans la culture non plus. C'est-à-dire qu'on a la crainte du modèle américain qui est abusif, où en fait les avocats achètent en quelque sorte la participation des consommateurs aux class actions. Mais je crois qu'en fait, quiconque est de bonne foi admet qu'il serait très utile d'avoir un système européen d'action collective. Et en réalité, beaucoup de pays européens en ont déjà. Dans le cas des médicaments ou de la nourriture. C'est une asymétrie. Et il y a un fondement théorique assez libéral à ça. Vous avez une énorme asymétrie entre le consommateur et le producteur, celui qui lui offre. Et donc, il faut rétablir pour que le marché fonctionne bien et que la concurrence joue. Il faut vraiment permettre qu'une cartélisation, une coalition des consommateurs, je crois que c'est quand même le bon sens. Après, le diable est dans les détails parce qu'il pour éviter les abus, il faut créer des conditions. Donc se pose tout un tas de questions. Qui est en droit de rassembler les plaintes et de les collecter? Est-ce qu'on autorise les avocats à le faire ou est-ce qu'on réserve ça aux associations de consommateurs? Est-ce qu'il y a un élément lucratif dans ce travail de cartélisation, enfin de rassemblement des plaintes ou pas? Comment on traite ça en justice? Est-ce qu'on doit aller? Est-ce que c'est civil? Est-ce qu'il y a des éléments pénaux? Comment on limite ce qui est remboursé en quelque sorte après aux consommateurs? Donc ça soulève tout un tas de questions et le Parlement et la Commission sont là pour les traiter. Mais le principe lui-même est difficilement contestable. Alors justement, on a le Parlement et la Commission, donc on a un eurodéputé qui visiblement aux yeux de Christina incarne la Commission européenne. Alors il va nous répondre. Gilles Pardieu. Je ne vais pas vous répondre, je vais prendre un engagement. C'est mieux. Donc, je note. Nous avons des élections le 25 mai, donc l'installation du nouveau Parlement européen, c'est le 1er juillet à Strasbourg. Eh bien, je prends l'engagement de faire en sorte que j'écrive un rapport d'initiative sur ces sujets de protection des consommateurs dès le mois de juillet. Et compte tenu de la qualité du débat que nous avons, nous aurons aussi l'action en cessation intracommunautaire, elle entre existe. nous. Donc, il ne faut pas réinventer non plus certaines choses. Et je pense que l'action collective, c'est ce que j'allais dire. Certains États membres ont retardé l'adoption de procédures d'action collective en attendant que l'Europe légifère. Ça a été le cas de la Belgique. Je peux vous donner un scoop ou une information. Demain, le Parlement belge va adopter une procédure d'action collective en Belgique. Donc ça veut dire que ça se fait dans toutes les États membres. Moi, j'ai des collègues portugais qui travaillent régulièrement sur des actions collectives. Voilà, la difficulté, italienne aussi. Voilà, la difficulté, c'est qu'on voit bien, et c'est vrai sur la fraude alimentaire, on ne peut pas avoir une législation seulement par État membre ou de quelques États membres. Vous disiez fort justement au début de notre débat, c'est un marché intérieur de 500 millions d'Européennes et d'Européens. Donc
c'est à cette échelle-là qu'il faut effectivement plus d'Europe pour permettre plus de protection. Et donc cette action collective m'apparaît comme étant un des atouts pour permettre de développer la protection. Alors, loin de moi de dire que rien n'a été fait ces dernières années quand même. On a par exemple le renforcement des droits des passagers dans tous les transports, qu'ils soient aériens ou ferroviaires. Il y a un certain nombre d'actions. Donc c'est par exemple sur les sites, et puis sur les sites internet, quand on achète un billet d'une entreprise à bas coût, une compagnie aérienne, maintenant les cases précochées, c'est plus possible ça, Jean-Philippe Ducard? Normalement c'est interdit, oui. Donc l'assurance annulation, les produits annexes et ainsi de suite ne peuvent plus être précochés. C'est vous qui devez poser le choix, donc il y a un opt-in. Tout à l'heure on parlait du marquage concernant les jouets. Il y a quand même aujourd'hui des normes de fabrication identiques pour garantir cette sécurité en matière de jouets, ce qui n'existait pas auparavant. Il faut le dire également. On a aussi un étiquetage obligatoire concernant la présence d'OGM. Là aussi, c'est une avancée Mais quand vous parlez de subsidiarité des États membres, il y a un problème de contrôle dans certains États membres. Exactement. Et après, le problème de contrôle. Donc, on sait bien que tous les États membres n'ont pas le même contrôle. Donc, il faut qu'on ait plus d'Europe. Florence Autrey, sur les frais bancaires, est-ce que là, il y a, au niveau de la protection des consommateurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Les banques qui nous ont mis dans le pétrin, on parle de la crise lors de cette émission. C'est vraiment une illustration du fait que l'information ne suffit pas. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on reçoit tous, une fois dans l'année, un petit document en disant, voilà, vos frais bancaires pour cette année, c'est tant. Alors, c'est plus ou moins lisible. Si vous essayez de vous renseigner à un autre moment de l'année, on vous dit allez sur le site internet, c'est absolument incompréhensible, on est perdu. Et la Commission européenne a constaté qu'en réalité, les frais bancaires annuels pour les services de base, tenue de compte, en France, un chéquier, une carte, les virements, oscillent entre 25 et 130 euros. Le pire, je crois, c'est l'Italie. Et donc, il y a un réel problème à la fois de transparence, mais de concurrence aussi. Et là, je reviens au premier point que j'avais fait, c'était est-ce que le meilleur remède, c'est pas justement la concurrence, c'est pas juste la transparence des frais, parce qu'au fond, si vous voulez, c'est très difficile de changer de compte bancaire, c'est très difficile. Donc la meilleure chose, c'est que les banques s'autodisciplinent parce qu'elles sont en concurrence et que vos frais baissent de leur côté, alors que plutôt que vous ne soyez obligés d'aller chercher une banque en ligne. On approche du terme de l'émission. Gilles Pargnot, un petit mot. À ce sujet-là, on a mis en place une clarification des informations sur les frais bancaires, mais on n'est pas allé jusqu'au bout par rapport à ce contrôle. Puis deuxièmement, on a mis en place un dispositif d'union bancaire qui était vraiment bienvenu, parce que quand on regarde ce qui s'est passé avec cette crise financière de 2007, c'est 1600 milliards d'euros qui ont été payés par qui? Par l'argent du contribuable. Par nous. Pour sauver les banques. Jean-Philippe Ducard, je pense que je vous ai vu noter tout à l'heure, l'engagement de Gilles Pargnot de préparer un rapport d'initiative dès la première session du Parlement. Voilà, bien sûr, je le soutiens, Jean-Philippe. Je soutiens tout à fait. Donc sur la crise, on a dit lors de ce débat que a priori les produits de moindre qualité, non. La recherche absolue du moindre coût, non. Le marquage CE, c'est pas terrible, peut mieux faire. Jean-Philippe Ducard. L'accord de libre-échange transatlantique entre les États-Unis et l'Europe, on va pas dans le sens d'une meilleure protection des consommateurs a priori, mais c'est à surveiller, ça prendra 10 ans selon Gilles Pargnot. Les class actions, c'est bien, mais attention aux dérives finalement auxquelles on a pu assister aux États-Unis. Merci infiniment Gilles Pargnot, eurodéputé socialiste. Merci Florence Autrey, correspondante de La Tribune et de la GFICI à Bruxelles. Merci Jean-Philippe Ducard, porte-parole de Test Achat, l'association de consommateurs belge. Merci Christina pour vos questions. Merci à vous. Vous avez appris des choses un petit peu quand même ou pas? Oui, l'information du consommateur est très importante. Voilà. Et il devrait être mieux informé en ce qui concerne ses droits. Eh bien, on espère qu'au bout de ces 45 minutes de coin des citoyens sur Euranet+, j'espère qu'on y aura contribué. Le prochain coin des citoyens d'Euranet+, sera organisé par Radio 24. C'est le meilleur accent italien que j'ai. À mon avis, c'est pas terrible. Ce sera le 18 mars à 12h30. Le potentiel d'innovation de l'Union européenne. Ce sera le sujet. Ce sera présenté par Anna Migliorati et Brian Maguire pour la version anglaise. Brian Maguire que l'on retrouve d'ailleurs maintenant pour la version anglaise. Soyez nombreux.